Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, vous le savez, dans la famille des minéraux que l'on retrouve dans l'alimentation et dont notre corps a besoin pour fonctionner, il y a bien sûr le zinc, le fer ou encore le magnésium, mais il y a aussi le potassium. Alors, on en parle moins, mais son apport est pourtant crucial dans le bon fonctionnement de notre organisme. Alors, tout comme le magnésium dont il est indissociable, le potassium intervient en effet dans plusieurs mécanismes physiologique de la plus haute importance. Qu'est-ce que le potassium? Quels sont les dangers d'une carence? Et que nous dit la science? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Amine Gazmi, que je salue. Bonsoir Amine. Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde. Oui, comme tu l'as bien expliqué, le potassium est un minéral. Ça fait partie des 6 sels minéraux dont on a besoin, que sont Mhm. le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, le chlore et le phosphore. Et donc le potassium est extrêmement important parce qu'il a différents rôles physiologiques. Il intervient dans des fonctions métaboliques très différentes, comme par exemple la régulation de la pression artérielle, également dans la régulation de l'équilibre hydrique et électrolytique en Mhm. général, avec le potassium avec le sodium. Donc ça intervient et c'est filtré au niveau rénal. Ça intervient aussi au niveau des muscles en régulant également la contraction musculaire. Donc avec le calcium, le potassium intervient aussi et c'est pour ça qu'on parle souvent du potassium dans la force musculaire. Mhm. Quand il y a des déficits de potassium, on a de la fatigue, une faiblesse musculaire, etc. Et c'est dans ce sens-là, mais c'est surtout donc ce rôle au niveau des muscles striés est beaucoup plus important dans le muscle cardiaque. Parce que Mhm. là, un manque de potassium pourrait produire aussi des arythmies. Donc il y a aussi toute la partie où le potassium intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Mhm. Donc avec, bien sûr, comme on le sait, donc les vagues de dépolarisation et de polarisation au niveau de la fibre nerveuse, donc avec le sodium, le chlore et le potassium. Donc les trois vont réguler la transmission de l'influx nerveux. Sinon, on a aussi un rôle très important du potassium dans la régulation du pH. Alors le pH tissulaire, bien entendu, mais aussi le pH sanguin, où c'est aussi extrêmement régulé. En général, on a certaines formes de potassium qu'on donne lorsqu'il y a une tendance à l'acidité tissulaire Mhm. pour soutenir un petit peu le pH. Et puis également, on a aussi une autre fonction au niveau de la digestion aussi, qui est un peu moins connue, mais qui est aussi très importante. Une fonction dans la digestion, dans la synthèse, notamment de l'acide chlorhydrique, dans la synthèse de certaines enzymes digestives aussi. Donc globalement, ça c'est le rôle du potassium. Après, on peut trouver aussi le potassium comme cofacteur de tout un tas d'autres enzymes également métaboliques. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais globalement, les grandes fonctions métaboliques, c'est ce que j'ai exposé. Alors, ce potassium, dans quel aliment est-ce qu'on peut le retrouver, les différentes sources de potassium? On le trouve un peu dans différents groupes d'aliments. Mhm. On en a par exemple dans les fruits et les légumes. Dans les fruits, tout le monde connaît les bananes déjà, mais aussi les pastèques. On a beaucoup de Mhm. potassium aussi dans les pastèques, les abricots, kiwis, ananas, oranges, etc. Et puis au niveau des légumes, c'est surtout les légumes à feuilles vertes. On en a aussi dans la pomme de terre, dans les carottes aussi. Et sinon, on a aussi dans la viande, donc surtout les Ouais. viandes maigres, où là on a quand même une certaine quantité de potassium. Mhm. Des grains entiers aussi sont relativement riches en potassium et puis certaines légumineuses comme les haricots par exemple. Les noix en général contiennent une certaine quantité de potassium aussi. Donc on en a un petit peu dans les différentes catégories d'aliments. Alors, on parle d'hypokaliémie et quelles sont les causes d'une hypokaliémie et comment est-ce que ça se manifeste?
Hypokaliémie, c'est-à-dire un déficit Oui. en potassium. Un déficit en potassium, alors là, il faut bien préciser parce que hypokaliémie, c'est un déficit en potassium dans le sérum sanguin. Mhm. Hypokaliémie. Parce qu'on peut aussi avoir un manque de potassium au niveau tissulaire et pas forcément au niveau sanguin. C'est ce qui est quelque chose de relativement différent. Mais en gros, l'hypokaliémie a beaucoup de causes. Parmi les causes les plus connues et les plus fréquentes, donc il y a déjà la maladie rénale, Mhm. l'insuffisance rénale, ça c'est déjà une des causes les plus documentées. On a aussi tout ce qui est surutilisation ou abus de diurétiques. Mhm. Diurétiques qui soient d'ailleurs médicamenteux ou même de plantes. Hein. Donc toutes les plantes là qui ont un effet diurétique comme le persil, comme la Ouais. coriandre, comme le pissenlit et tout ça. Donc si on en prend trop, en trop grande quantité et trop longtemps, ça peut aussi produire le même effet, une déplétion tout simplement en potassium. Sinon, alors on a compris ici que plus on perd des liquides, donc de l'eau, plus en général on perd de potassium. Et donc dans ce Mhm. sens-là, donc on a tout ce qui est transpiration. Donc on a parlé de l'effet diurétique, donc perte rénale d'eau, mais aussi donc transpiration excessive. Alors c'est pas juste la transpiration normale, hein. Transpiration excessive et répétée et régulière. Ce C'est-à-dire qui c'est pas pourrait être le cas d'un sportif, par exemple. dans des conditions, le cas d'un sportif, dans des conditions extrêmes. Mhm. C'est-à-dire pas juste on a fait par exemple un peu d'activité physique au cours de, enfin, Marathon du désert. ouais, par exemple là il fait chaud, bon, on fait une Mhm. compétition, on fait une Mhm. course, etc., vélo, etc. Et puis ensuite on se repose, on se régénère, on boit de l'eau, on prend Mhm. des aliments riches en potassium et tout va bien. Par contre, si c'est des séances d'entraînement ou même compétitions autres qui sont répétées, qui sont sur Mhm. plusieurs jours, etc., là, il risque d'y avoir Mhm. des pressions en potassium aussi. Et donc, ça peut se manifester par une hypokaliémie, mais ce qui est sûr, c'est que aussi au niveau des tissus, il va y avoir une déplétion parce qu'en fait, le taux de potassium, comme le taux de la plupart des minéraux oligo-éléments, est très régulé au niveau sanguin. Et donc, si on commence à éliminer du Mhm. potassium parce qu'on perd de l'eau, euh, ce qui va arriver, c'est que le sang, comme il doit, comme c'est un milieu extrêmement régulé, donc le taux de potassium doit rester relativement stable. Donc, on va ramener du potassium des tissus. Donc là, ça crée une déplétion au niveau des Mhm. tissus. Mais à un moment donné, même le potassium qui est dans les tissus ne suffit plus. Et ça crée aussi l'hypokaliémie. Ça peut créer aussi Mhm. l'hypokaliémie. Donc, il y a aussi les diarrhées. Donc, les diarrhées infectieuses, par exemple, ou en tout cas les diarrhées prolongées. Et Mhm. puis les vomissements aussi. Donc, ça, c'est des choses. Alors, c'est pas juste un vomissement une fois ou deux fois, ça pose pas de problème. Ce qui est le plus problématique, comme on a compris, c'est la quantité de liquide perdu Mhm. et aussi la régularité. Et puis ensuite, il y a aussi donc bon, ça c'est aussi moins connu, mais il y a aussi la carence en magnésium. Donc la carence en magnésium peut conduire à également une carence en potassium, puisque les deux sont synergiques, Mhm. magnésium et potassium. Alors dans les muscles, c'est différent. Dans les muscles, le potassium est plutôt synergique avec le calcium et antagoniste avec le magnésium. Et par contre, au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, au niveau même périphérique, au niveau des nerfs, au niveau de la transmission nerveuse. Donc le magnésium et le potassium sont plutôt des agonistes. Ils Mhm. sont synergiques. Mis à part ça, il y a aussi certains antibiotiques qui peuvent aussi produire une hypokaliémie. Alors, c'est pas l'usage normal hein, qui est prescrit par votre médecin, etc. Donc ça, en général, le médecin a connaissance déjà de tout ça. Mais bon, l'abus d'utilisation de certains antibiotiques, comme par exemple la pénicilline ou d'autres Mhm. antibiotiques, peut produire aussi une hypokaliémie.
ou un déficit en potassium. Et puis également, bon, il y a tout un tas d'autres trucs, mais là, ce qui me paraît aussi pertinent à signaler, c'est par exemple l'utilisation de l'acide glycérusique qu'on trouve dans la réglisse. Oui. Que dans la réglisse, en général, on trouve de la réglisse complète donc full spectrum, donc où ça contient l'acide glycérusique et de la réglisse déglycérinisée. Mhm. Donc, on parle ici de la réglisse qui contient de l'acide glycérusique, bien entendu, hein, ou de l'acide glycérusique seul, tel qu'il est. Oui. Hein. Et donc, l'acide glycérusique peut produire une augmentation de l'aldostérone, donc qui inhibe une enzyme qu'on appelle la 11-bêta-hydroxylase. Cette enzyme-là cette inhibition de cette enzyme va augmenter l'aldostérone et ceci conduit en fait à une rétention du sodium et à une libération du potassium. Et donc, ça crée un déficit en potassium aussi, une hypokaliémie. Ça peut créer ça. Et donc, ça, c'est très connu aussi. Donc, il faut faire attention en général à toutes ces problématiques-là, plus d'autres. Hein. On ne va pas encore rentrer dans d'autres détails qui sont plus rares, mais Mhm. globalement, il y a pas mal de choses qui font que le potassium puisse diminuer, voire diminuer fortement. Et dans ce sens-là, alors, comme je le disais, quand il y a une diminution, une petite diminution de potassium, même si c'est un déficit, un léger déficit, c'est pas forcément considéré comme dangereux. Quand Mhm. c'est une hypokaliémie légère, c'est pas forcément dangereux, mais il faut faire très attention à ça. Et donc, sinon, si c'est une hypokaliémie sévère, ça peut se manifester par de fatigue, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Donc, puisque le potassium intervient dans la contraction musculaire, donc ça peut donner un état de fatigue, de faiblesse musculaire. En général, on ressent une fatigue extrême. Hein. Plus l'hypocalémie est sévère, plus on ressent cette fatigue-là. Et puis, c'est pas juste une fatigue d'ordre musculaire ou physique, c'est aussi une fatigue d'ordre nerveux, parce que l'influx ne va pas se transmettre correctement. Euh, Mhm. voilà. Et puis, on peut avoir aussi des spasmes musculaires, des crampes, un rythme cardiaque irrégulier aussi, donc des arythmies. Ça peut aussi faire partie donc de symptômes d'hypokaliémie sévère. Et puis également des troubles du transit, surtout constipation, aussi diarrhée. euh, Mhm. c'est beaucoup plus rare la diarrhée, mais en tout cas c'est beaucoup plus la constipation, nausées, vomissements, certains troubles neurologiques un petit peu bizarres, parce que l'influx nerveux ne se transmet pas, donc des fasciculations, des choses comme ça. Voilà Et donc comment, pardon. ce qui est de l'hypokaliémie qui, voilà, c'est un trouble complexe. Il faut pas jouer avec ça. Il faut consulter son médecin avant de faire quoi que ce soit. Donc, il faut Mhm. faire attention avec ça. C'est une urgence. Hein. C'est une urgence médicale. Alors, tu nous parlais de déficit soit de sanguin, soit de tissulaire. Mm. Quelle serait la différence entre les deux, enfin les différences marquantes entre les deux, et comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte hormis sur les symptômes? On peut pas concrètement se rendre compte. Alors, s'il y a les symptômes, ça veut dire qu'il y a euh, une hypokaliémie sévère, voire très sévère. Mhm. Donc, en fait, s'il y a les symptômes, c'est déjà trop tard. Et, Ok. donc, en fait, on se base juste, on peut juste supposer qu'il pourrait y avoir un besoin en potassium parce que la personne, par exemple, a une insuffisance rénale ou parce qu'elle prend des diurétiques Ouais. ou parce que la personne a tendance à transpirer beaucoup plus, etc., pour différentes raisons, ou parce qu'elle a eu des épisodes de diarrhée qui ont duré un certain temps, et ainsi de suite, parce qu'elle est tout le temps carencée en magnésium. Donc, tous ces éléments dont j'avais parlé, donc là, on peut supposer qu'il pourrait y avoir un besoin plus important en potassium. Alors, dans la biologie, on a en général une kaliémie entre 3,5
est 5, donc la norme de la kaliémie. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'on peut très bien, comme je disais, avoir une biologie plus ou moins normale et avoir un manque de potassium au niveau tissulaire, ce qui est, comme je vous disais, tout à fait logique puisque le milieu sanguin est prioritaire par rapport au tissu. Donc, quand il y a un début de baisse au niveau de la kaliémie, hop, on ramène du potassium des tissus pour que ça se rééquilibre. Et donc, on peut très bien avoir un déficit au niveau tissulaire sans pour autant avoir une visibilité au niveau de la biologie. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, il est clair que dans l'idéal, dans le meilleur des cas, quand on supplémente en potassium, ça serait bien d'avoir une biologie régulièrement, de voir un petit peu comment qu'évolue l'évolution. voilà, la kaliémie. Est-ce que c'est relativement stable? Auquel cas, à ce moment-là, on a réellement un besoin au niveau tissulaire et c'est pour ça que ça reste relativement stable. Est-ce que ça monte? Si ça monte, ça veut dire qu'on est en train de prendre trop. Et bon, ça devrait de toute façon être suivi par un médecin, un professionnel de santé en tout cas, qui s'y connaît. Et, et après, comme je le disais, les symptômes que j'ai énumérés sont pas les seuls. Je dirais que ce sont, selon ce qui a été rapporté dans la littérature, ce qui paraît ou ce qui semble le plus fréquent. Si on a ces symptômes, c'est une urgence, hein. Donc là, il faut pas, donc il faut directement aller aux urgences ou appeler le SAMU ou en tout cas, il faut voir un médecin très rapidement. Alors, tu nous as parlé de l'hypokaliémie. Quelles seraient les causes pour son inverse, l'hyperkaliémie, les causes et comment aussi ça va se manifester? Oui, comme il y a l'hypokaliémie, il y a aussi l'hyperkaliémie, qui est aussi dangereuse, voire très dangereuse, lorsque c'est une hyperkaliémie sévère. Bien sûr, bon, la première raison qui fait qu'on puisse avoir une hyperkaliémie, c'est l'abus également de prise de potassium, de suppléments de potassium. Donc, prendre des suppléments de potassium alors qu'on n'en a pas besoin. Mis à part ça, on a aussi une autre cause qu'on avait déjà citée auparavant, donc l'insuffisance rénale, parce que les maladies rénales en général peuvent produire à la fois une hypokaliémie, une hyperkaliémie en fonction de la nature du trouble. Donc, est-ce que c'est plutôt une maladie rénale qui fait qu'on retient plus le potassium ou qui fait qu'on excrète plus le potassium? Donc, ça dépend. Ça pourrait être dû par exemple à des drogues comme la cocaïne, par exemple la consommation de drogue dure, on va dire. Il y a une certaine catégorie aussi de diurétiques, je parle ici de médicaments, qu'on appelle les diurétiques, qui sont conservateurs de potassium. Donc ça aussi, c'est-à-dire qu'ils éliminent une certaine quantité de liquide par les reins, donc sous forme d'urine, mais qui gardent le potassium, qui accumulent le potassium. Donc ça pourrait être aussi l'abus de ce genre de médicaments pourrait être aussi relativement dangereux. Certains traitements de chimiothérapie aussi pourraient produire ça. Bon, avec tout un tas d'autres trucs, le diabète, l'alcoolisme. Apparemment aussi, ça a été aussi rapporté dans la littérature, des brûlures, mais des brûlures très importantes. Donc là, c'est tout simplement les tissus qui sont détruits dont le potassium va se retrouver ensuite dans la circulation et ça crée une augmentation des taux de potassium. Donc ça aussi, ça a été bien rapporté. Et puis bon, il y a tout un tas d'autres trucs, des infections comme le VIH et autres. Donc, mais en tout cas, il y a beaucoup de causes. Là, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a vu avec l'hypokaliémie. L'hypokaliémie. Oui. Dis-moi, je te laisse continuer, Non, pardon. mais c'est juste que, enfin, c'était juste pour signaler que par rapport puisqu'on avait parlé tout à l'heure des symptômes de l'hypokaliémie,
Il y a aussi des symptômes, mais qui sont... Bon, ça, c'est le médecin qui peut déterminer, qui sait déterminer la différence entre une hypo et une hyperkaliémie, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui se ressemblent entre l'hypo et l'hyper. On a déjà la fatigue. Dans Mhm. les deux cas, on a la fatigue. Bien que la fatigue semble être dans l'hypokaliémie plus extrême que dans l'hyperkaliémie. Ça, euh, en tout cas, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, sur ce qui est rapporté, ça semble être beaucoup plus important dans le cas Mhm. de l'hypokaliémie. Il y a aussi les troubles neurologiques, hein, des engourdissements, des picotements, des trucs comme ça, donc qu'on peut ressentir aussi dans le cas de l'hyperkaliémie et qui pourraient aussi survenir dans le cas d'hypokaliémie aussi. Donc, c'est aussi des choses qui sont on va dire répétitives qu'on peut trouver dans les deux cas. Les nausées, les vomissements aussi. Alors, par exemple, des douleurs à la poitrine, difficultés à respirer, des palpitations, des arythmies. Donc, vous voyez bien que c'est au niveau de la symptomatologie, ça se ressemble Ouais. euh, bien. Après, ce qui est bien décrit, c'est que les arythmies et les fasciculations sont vraiment les symptômes principaux d'une hyperkaliémie. Et bien sûr, il faut bien signaler qu'une hyperkaliémie sévère peut conduire à la mort. Mhm. C'est quelque chose, c'est aussi une urgence médicale extrême. C'est extrêmement, extrêmement important d'être conscient de ça et de comprendre que on ne prend pas de potassium juste comme ça. Donc, le mieux, c'est de consulter son médecin, c'est d'avoir une prise de sang et quand on en a besoin, bien sûr, on en prend et ça doit se faire de manière encadrée, on va dire. Alors, pour rassurer les personnes qui prendraient déjà du potassium, les dosages doivent être quand même être élevés et on est loin de la gélule de potassium que quelqu'un pourrait prendre. Rassure-nous. Ou pas. Oui, Ou pas. absolument. Bah, ça, c'est bon. Euh, Là, on a parlé d'hyperkaliémie et comme j'avais juste avant décrit les Ouais. symptômes d'hypokaliémie sévère, Mhm. là, ça serait plus aussi les symptômes d'hyperkaliémie sévère également. Donc ça, Mhm. il faut le dire. Et après, bien sûr, c'est dose dépendant. Donc si on est dans les dosages recommandés bon, ben ça, en général, ça pose pas de problème. Et Voilà. si, surtout si la personne en a vraiment besoin, qu'elle prend par exemple en parallèle beaucoup de diurétiques, qu'elle a très souvent de la diarrhée, Mhm. qu'elle transpire beaucoup, qu'elle a des pertes de liquide, etc. Donc tout ça fait que bien sûr la personne va avoir besoin de potassium de toutes les Mhm. façons. Et donc c'est ça en fait la difficulté avec le potassium, c'est que si on en a moins, c'est pas bon, et si on en a trop, c'est pas bon non plus. Euh, oui, bon, en général, les hyperkaliémies extrêmes, c'est en général dû à soit un abus volontaire ou involontaire de prise de potassium Mhm. par voie orale, c'est-à-dire des mégadoses, des quantités importantes, ou bien sûr le potassium pris aussi par voie injectable. Euh, et c'est ou une personne qui est déjà à la limite supérieure ou déjà en hyperkaliémie et qui reprend du Je vois. potassium sur une longue période, etc. Donc, sans réellement en avoir besoin. Donc là, il faut faire la part des choses et c'est pour ça qu'il faut pas prendre ça comme ça Mhm. en automédication. Il faut au moins être encadré par un professionnel de santé. Alors, je te posais la question parce qu'on sait que dans le milieu sportif, beaucoup de gens prennent du potassium, donc pas d'inquiétude si les gens ont pris à une dose relativement normale. Le tout, c'est de sentir aussi les symptômes et de se dire, attention, si j'en prends beaucoup et que je sens les mêmes symptômes que trop peu, ça peut indiquer que c'est trop. Oui, les sportifs ont un besoin important en Mm. potassium parce qu'ils l'utilisent pour
comme on a dit, pour la contraction musculaire, Mhm. parce qu'ils ont des pertes d'eau plus importantes, de la transpiration, etc. Donc, oui, ils ont besoin ils ont un besoin en potassium qui est plus important C'est qu'un plus important. sédentaire, ça c'est certain. Mhm. Donc, oui, enfin, il faut pas non plus exagérer. Le potassium, on l'a aussi dans l'alimentation. Ouais. On le consomme tous les jours dans l'alimentation et c'est très bien. Et à ce moment-là, si on en a besoin, on prend un complément alimentaire et c'est pour ça que les compléments Mhm. alimentaires existent. Ouais, ouais. Et il y a différentes formes de potassium. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, plusieurs formes de potassium. Alors, ça ne Mhm. change pas par rapport aux règles générales globales qui régissent, on va dire, les minéraux, les oligo-éléments et les Mhm. métaux. Euh, les formes en général les moins bonnes sont des formes inorganiques, donc de type par exemple sulfate, chlorure, tout ça. Et puis les formes intéressantes sont des formes organiques. Et donc là, il y a particulièrement une forme qui est très intéressante pour le potassium, qui est la forme citrate. Donc c'est une forme qui est très répandue, très connue, très utilisée. Et donc c'est une forme qui apporte une meilleure biodisponibilité pour le Mhm. potassium, mais surtout parce qu'on parle toujours de biodisponibilité, c'est très bien la biodisponibilité, même les autres formes inorganiques s'absorbent très bien. Le problème n'est pas du Mhm. tout l'absorption. Le problème, c'est que ce potassium-là, comme d'ailleurs les autres minéraux oligo-éléments, doit atteindre les tissus. Et pour qu'il atteigne plus facilement les tissus, il doit être sous forme organique en réalité. Et donc la forme citrate est parfaitement adaptée à ça parce que le citrate déjà fait partie du cycle de Krebs, Mhm. donc, qui se trouve dans absolument toutes les mitochondries de toutes les cellules. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est le citrate qui, selon moi, est la meilleure forme, bien qu'il pourrait exister d'autres formes organiques aussi qui pourraient être aussi Mhm. intéressantes. Mais le citrate apporte quand même aussi, puisqu'on a parlé du fait que le potassium permet de réguler le pH, soit tissulaire ou Ouais. sanguin. En tout cas, il participe avec d'autres facteurs comme les bicarbonates, comme aussi d'autres minéraux qu'on trouve dans le sang Mhm. ou électrolytes. Donc, il permet de réguler le pH. Et donc, le citrate est aussi un régulateur du pH parce qu'il est alcalinisant. Mais on avait l'occasion d'en parler à plusieurs reprises Ouais. auparavant. Malgré qu'il soit un acide carboxylique, le fait qu'il fasse partie du cycle de Krebs et qu'il s'intègre dans les mitochondries, il a un effet aussi alcalinisant. Mhm. Donc, le fait de combiner potassium et citrate, donc, ça optimise cet effet alcalinisant. Donc, c'est une excellente forme en tout cas. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent entrer en interaction avec le potassium? Oui, globalement, les éléments qu'on avait cités, dont on avait cité certains Oui. au début, par exemple des diurétiques, Mhm. bon, là, c'est des interactions d'antagonisme, bien entendu, donc, sauf, comme on disait, les diurétiques conservateurs de potassium. Ceux-là vont conserver le potassium et vont peut-être même augmenter le taux de potassium, donc il faut faire attention avec ça. Et puis, on a aussi un certain nombre d'interactions avec, oui, il y a les antibiotiques aussi, comme la pénicilline par exemple, ou la carbénicilline par exemple, qui est un autre antibiotique qui pourrait aussi produire également des déficits de potassium. Donc là, il y a une interaction d'antagonisme. Mis à part ça, on peut parler aussi des interactions qu'il y a avec d'autres minéraux. Donc le magnésium, par exemple, on a une Mhm. interaction qui est synergique avec le magnésium au niveau du système nerveux et une interaction qui pourrait être considérée comme antagoniste, même si c'est pas exactement ce qu'on pourrait entendre par une interaction antagoniste, mais en tout cas dans la fonction au niveau de la contraction musculaire, Mhm. on a des fonctions antagonistes entre potassium et magnésium. Et dans ce même sens aussi, on a des fonctions euh, agonistes, donc synergiques, entre le calcium et le potassium, bien sûr, dans la contraction musculaire. Ici, on parle, parce que ça peut Mhm. changer en fonction des tissus. Alors, on a aussi, et ça c'est bien connu, une interaction antagoniste avec le sodium.
ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur l'aldostérone. Quand l'aldostérone augmente, ça retient le sodium, ce qui retient l'eau, ce qui fait éliminer le potassium. Donc ça, c'est une interaction aussi qu'on peut avoir et qui est modulée aussi par la vasopressine. Donc l'aldostérone module la vasopressine module l'aldostérone. Donc on peut parler aussi d'une interaction entre aldostérone, potassium et vasopressine, potassium également. Sinon, il y a aussi le chlore. Le chlore qui est un minéral également et qui est un minéral qu'on consomme en très grande quantité dans l'alimentation, dans l'eau, on en a Mhm. en très grande quantité. Donc en général, on supplémente pas en chlore. En tout cas, on n'en a pas besoin parce qu'il y en a suffisamment. Et puis ce chlore, on le trouve surtout dans tout ce qui est transmission de l'influx nerveux, comme on disait tout à l'heure. Donc le couple chlore-potassium Mhm. versus sodium. Donc là, dans les vagues de polarisation, dépolarisation, donc le chlore suit souvent le potassium et le sodium va dans le sens inverse. Donc là, on a une relation synergique avec le chlore, entre potassium et Mhm. chlore. Et puis, on trouve aussi dans toutes les cellules les fameuses, ces fameuses navettes qu'on appelle les navettes sodium-potassium, qui sont en fait des navettes sodium-potassium-chlore en réalité. Mhm. Donc, euh, donc sinon, après, au niveau des interactions, il y en a plein d'autres interactions, hein. Il y a même des interactions qui sont un petit peu controversées, qui sont peu documentées. Donc, je pense qu'on va rester que sur ces interactions Mhm. ici. Alors, oui, j'allais oublier. Donc, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'acide glycérésique. Mhm. Donc, la réglisse qui Réglisse, contient oui. l'acide glycérésique ou l'acide glycérésique tout court. Donc là, c'est aussi une interaction d'antagonisme également, puisque l'acide glycérésique, comme je disais, augmente l'aldostérone, ce qui fait éliminer le potassium. Donc ça, c'est aussi une interaction à bien connaître aussi. Il faut faire attention par rapport à l'acide glycérésique, parce que ça peut créer une déplétion en potassium si on l'utilise n'importe comment et qu'on respecte pas les dosages limites et qu'on l'utilise sur le long terme. Donc à ce moment-là, si on utilise l'acide glycérique pour une raison ou une autre, parce qu'il a des indications aussi, Mhm. euh, donc ça serait bien à ce moment-là de faire attention au taux de potassium, de kaliémie et de rajouter, si nécessaire, du potassium avec l'acide glycérique. Ok, alors une dernière question chez NRD, hein, qui est le laboratoire de Nutrilogix, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait du citrate de potassium, mais il y a déjà quelques années, on avait créé l'Alcarécup, donc citrate de potassium et citrate de magnésium. Euh, Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre plus l'un que l'autre pour monter le potassium ou, euh, Alors, ou le taux l'un de, comme l'autre? le potassium, c'est plus le potassium seul, donc citrate de Mhm. potassium. Oui, ça c'est quand on a besoin de potassium uniquement. Oui. Euh, Maintenant, l'alcarécup, c'est autre chose, c'est pour alcaliniser. Mhm. Donc ça aussi, c'est une des fonctions qu'on a vues de potassium, bien que la synergie euh, citrate de potassium, citrate de De magnésium, c'est ça? magnésium, c'est bien ça, Voilà, oui. c'est une très bonne synergie puisque, Mhm. comme on le disait, donc le magnésium fonctionne aussi en synergie avec le potassium. Donc, ça dépend du besoin. Mhm. S'il y a vraiment un besoin en potassium et en magnésium, on peut utiliser donc la combinaison des deux. S'il y a un besoin d'alcaliniser plus, donc ça serait plus efficace donc d'utiliser plutôt et le citrate de potassium et le citrate de magnésium. Oui. Si maintenant on a juste un besoin par rapport au potassium pour une raison ou Mhm. une autre, par rapport à tout ce qu'on a développé depuis tout à l'heure, ben à ce moment-là, ça serait plutôt du citrate de potassium uniquement. Ok, merci pour cette réponse. Alors, j'avais une question de Ouria qui nous demandait
L'hypokaliémie a été décrite dans la COVID-19. Est-ce que tu sais nous dire par quel mécanisme? Oui, je sais que ça a été pas, on va dire, beaucoup décrite, Mhm. un tout petit peu décrite. Alors, je ne sais pas expliquer ça, et d'ailleurs, ça n'a pas été du tout expliqué. Ok. J'ai pas d'hypothèse qui pourrait donner d'explication là-dessus. Mais c'est pas étonnant parce que pour le SARS-CoV-2, malgré que maintenant on a un certain recul là-dessus, Mhm. ben, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas expliquer. Ok. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas expliquer. Euh, Certains, bon, il y a des hypothèses, certains parlent d'atteintes rénales qui ne produisent pas forcément une insuffisance rénale ou une maladie rénale apparente, mais les atteintes, les micro-atteintes rénales qui pourraient produire pas uniquement d'ailleurs le déficit en potassium, mais en d'autres en d'autres éléments comme par exemple le zinc ou Mhm. autres. Mais pour expliquer exactement le mécanisme, ça, je pense pas qu'il y a des données là-dessus. Mhm. Hmm. C'est Ouais. c'est- c'est- c'est un truc qui n'est pas bien étudié pour le moment. Ok. Mais ça a été rapporté réellement Mhm. dans des rapports de cas cliniques, oui. Ok, eh bien, merci pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et salut Amine. Au revoir. Merci. Salut Cédric. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut.